Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en direct en ce mercredi 5 juin. On est parti pour 20 minutes d'information autour de l'actualité de notre région, bien sûr. Voici les titres. Nous allons parler de cet homme d'affaires qui a été retrouvé mort dans son appartement. Sa femme était à ses côtés, elle aussi gisait au sol. Il s'agirait sans doute d'un acte de suicide suivi d'un suicide qui n'aurait pas marché. Et puis on parlera de ces 1500 personnes au chômage. Et oui, un bâtiment ferme en Essonne et 1500 personnes se retrouvent sans travail. On en parle. Et puis enfin on sera à Sceaux dans les Hauts-de-Seine où la ville est la première commune des Hauts-de-Seine à accorder le congé menstruel. On en parlera directement avec le maire de Sceaux. Et puis on finira par la journée mondiale de l'environnement. Et oui, vous êtes nombreux et nombreuses à être des membres actifs de la préservation de l'environnement. Eh bien, nous serons avec l'un d'entre vous. C'est parti pour le Brief Info. À Paris, le corps de l'homme d'affaires Hubert Ziesenis a été découvert dans son appartement de Paris, dans le 8e arrondissement. C'était mardi après-midi, selon nos confrères du Parisien. Il était aux alentours de 14 h lorsque le cadavre a été découvert, gisant aux côtés de sa femme, Aude de Thuin. Elle était grièvement blessée, elle a été prise en charge par les secours et elle a été hospitalisé. L'homme était actif dans la presse spécialisée. Pour le moment, la piste d'un suicide en partie raté est privilégiée. Aude de Thuin aurait tué son mari avant de tenter de se donner la mort. Une lettre expliquant le geste aurait été retrouvée à proximité de la scène. Un geste qui d'ailleurs questionne autant le monde des affaires que toute la presse française. Qui était cet homme d'affaires? Portrait par Thomas Michaud et Michael K. L'homme d'affaires Hubert Ziesenis a été retrouvé mort lundi 3 juin à son domicile aux côtés de sa femme, Aude de Thuin, grièvement blessée. Mais qui sont-ils? Hubert Ziesenis est diplômé d'HEC. Homme d'affaires, il s'est fait connaître dans la presse spécialisée en devenant le PDG de l'entreprise Cosmedia, éditrice de Cosmetic Magazine. Entre 1981 et 1991, il est nommé président d'honneur du syndicat de la presse économique, juridique et politique. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur et depuis 2017, il était l'administrateur de Women in Africa, une plateforme internationale consacrée au développement économique et au soutien des femmes africaines entrepreneurs, fondée en 2015 par sa femme Aude de Thuin. Âgée de 73 ans, Aude de Thuin est elle aussi une femme d'affaires. Fondatrice en 2005 du Women's Forum for the Economy and Society, organisation internationale dont l'objectif est de permettre une plus grande mixité homme-femme dans les organes de pouvoir de la société, un forum cédé 6 ans plus tard au groupe Publicis. Dernièrement, Aude de Thuin a fondé Systémique, une initiative qui vise à augmenter la présence des femmes dans les filières scientifiques et technologiques, projet rejoint par Elisabeth Borne après son départ de Matignon. D'après le Parisien, ce couple richissime a été découvert mardi aux alentours de 14 h dans un appartement du boulevard Haussmann dans le 8e arrondissement de Paris. La piste d'un double suicide raté serait privilégiée. Retour sur l'affaire du refus d'obtempérer qui a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, et qui a causé la mort d'un homme de 34 ans lors d'une course-poursuite avec les agents de police. L'auteur, un adolescent de 14 ans, dont on en sait un peu plus sur ce suspect. Il est un habitant de Fresnes, dans le Val-de-Marne, et il est bien connu des services de police et de la justice. En décembre dernier, il était passé devant le tribunal pour enfants de Créteil et avait été déclaré coupable de faits de vol avec violence, suivi d'incapacité supérieure à 8 jours et d'atteinte à l'intimité de la vie privée. Sa sanction devait être prononcée en juillet prochain. En attendant, il était placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de porter une arme, d'entrer en contact avec la victime et les co-auteurs dans le cadre d'une mise à l'épreuve éducative. Il fait aussi l'objet d'une mesure éducative judiciaire provisoire incluant un modèle de réparation. Il est actuellement en garde à vue. Le préfet de Seine-et-Marne a annoncé une mesure drastique face aux accidents à répétition qui ont eu lieu dans ces derniers temps dans le département. Il compte abaisser la vitesse sur la francilienne dans un entretien qu'il a accordé à nos confrères du Parisien. Pierre Horry a annoncé que face à l'augmentation inquiétante du nombre de morts sur les routes, il devait réagir. Il a commencé par la modification de la vitesse maximale de 110 à 90 km/h sur la francilienne, cette voie très empruntée en Île-de-France.
La commune de Sceaux est la première ville des Hauts-de-Seine à mettre en place les congés menstruels. Le conseil municipal vient de voter à l'unanimité la mise en place d'un dispositif pour les agentes souffrant de règles douloureuses ou d'une pathologie telle que l'endométriose. La commune est ainsi pionnière sur le sujet dans le département. On écoute Philippe Laurent, maire de Sceaux. Il s'agit en effet d'une délibération qui a été prise sur ma proposition par le conseil municipal, après un avis unanime favorable du comité social territorial, qui rassemble à la fois des représentants des élus et des représentants du personnel, les syndicats. Alors c'est un sujet qui est dans l'air déjà depuis un certain temps. Il s'agit en fait d'une mesure qui ne permet pas seulement le télétravail, mais qui permet même, dans des cas les plus douloureux, les plus difficiles, une autorisation spéciale d'absence d'une journée, évidemment, sur certificat médical. Voilà. Donc, on a pris cette décision parce qu'il y avait donc un certain nombre de jeunes femmes qui se plaignaient, ou en tout cas qui n'étaient pas du tout à l'aise, ce qui était évidemment à la fois pas très juste finalement, et puis ce qui pouvait mettre aussi en difficulté peut-être leurs collègues de travail. Enfin voilà. Donc nous avons choisi de faire cela. On n'est pas tout à fait les premiers à le faire. D'autres communes l'ont déjà fait. Lorsque la personne en question donc s'absente, doit être absente pendant une journée par exemple, eh bien il faut que les collègues de travail puissent prendre en charge donc ce travail qui n'est pas effectué le cas échéant par cette personne. Parfois, on n'a pas le temps forcément d'avoir ce certificat médical, on n'a pas le temps d'avoir cet avis, ça peut survenir à un moment, voilà, c'est pas forcément aussi prévisible que ça. Et par ailleurs, il y a des situations dans lesquelles, en effet, le certificat médical ne suffit pas forcément. Donc, ça va au-delà, si vous voulez, du simple certificat médical. Nous comptons en fait sur la tempérance et sur le fait que les agentes qui sont concernées le feront en toute responsabilité. À Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, c'est le bras de fer entre une artiste et la mairie. L'autrice de BD, Chloé Wary, vient de saisir la justice après l'effacement de sa fresque par la ville. La ville avait fait recouvrir son œuvre pour masquer une mention rendant hommage à Naël. Et après des mois de négociations, l'artiste a décidé de durcir le ton. Elle accuse la mairie de Champigny-sur-Marne de censure. Catastrophe à Cergy, l'immeuble Ordinal a été fermé. Des centaines de salariés se retrouvent au chômage technique. Le site au sein duquel travaillent 1500 personnes est inaccessible depuis vendredi soir. Les normes en matière de sécurité incendie ne seraient notamment pas respectées. De nombreuses sociétés se retrouvent en grande difficulté dans l'impossibilité de poursuivre pour le moment leur activité. Et si le maire de votre commune s'invitait chez vous pour l'apéro, eh bien c'est ce que fait le maire d'Étréchy en Essonne. Julien Garcia a lancé dans sa commune l'opération Adopte ton maire, l'occasion d'un face-à-face sans langue de bois face à ses administrés directement à leur domicile. L'objectif est de retrouver de la proximité et montrer qu'être élu, ce n'est pas être dans sa tour dorée, une initiative qui n'est pas sans déplaire aux habitants d'Étréchy. Et puis aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'orthoptique. À cette occasion, on est allé à votre rencontre pour savoir comment est-ce que se porte votre vue, ce que vous devriez améliorer pour en prendre soin. Écoutez. La mauvaise santé visuelle des jeunes, je pense qu'elle est liée surtout à l'utilisation des écrans, qui est intensive chez nous. On regarde beaucoup trop longtemps nos écrans, de beaucoup trop près. Déjà la génétique, si les parents ont une vue pas très folle, puis les écrans, la base. Ouais, pour moi aussi, c'est vraiment les écrans et je pense le fait de trop regarder des choses de près et pas assez de loin, enfin pas trop faire de pause, quoi. Je pense que c'est surtout dû aux écrans parce que notre génération a tendance à beaucoup être sur les écrans et être très proche aussi. Selon leur utilisation et comment on se protège de ces écrans, je pense qu'ils peuvent contribuer à un développement de différentes pathologies visuelles ou quelques troubles qui peuvent nous concerner très tôt, plus vite qu'on le pense. Je pense qu'on s'éclaire pas bien, enfin pas suffisamment. Il y a la fatigue aussi à la fin de la journée, après avoir été toute la journée sur l'ordinateur, sur les smartphones, forcément les yeux ils fatiguent. Les écrans et les lumières bleues ça fatigue les yeux mais ça les abîme pas. Donc j'ai jamais eu vraiment de problème, j'ai jamais pensé à aller voir un ophtalmo ou autre. J'essaye d'y aller une fois par an. Après l'ophtalmo, c'est pour ça que moi j'en ai pas, c'est que c'est compliqué.
Pour prévenir la fatigue visuelle, j'avoue qu'à part porter mes lunettes, je fais pas grand-chose. Moi, je dirais d'essayer de limiter l'utilisation des écrans le soir. Une bonne posture, se tenir assez loin des écrans et pas trop longtemps dans la journée. Cette journée mondiale de l'orthoptique n'est pas sans sensibiliser, bien sûr, sur l'importance de faire contrôler sa vue et mettre à jour vos corrections. Reportage. Alors ma fille a à peine 15 ans et je pense qu'elle passe au moins 3 heures sur les écrans par jour. 20 minutes par jour, environ, 7 et 4 ans. Alors il doit passer dans la semaine pas énormément, mais peut-être 2 heures par jour, peut-être 10 à 12 heures par semaine. Et on essaie quand même de contrôler un maximum, donc je dirais on est sur une bonne heure et demie par jour, je pense. Là je suis au lycée, du coup le téléphone est autorisé, donc c'est vrai qu'on est souvent dessus pendant les heures de pause, etc. On discute beaucoup des choses qu'elle peut voir qui peuvent la choquer ou de ce qui se passe sur les réseaux, les discussions notamment avec les amis. Et on contrôle aussi ce qu'ils regardent. Bon, ils sont souvent basés sur les TikTok. On essaie de regarder des dessins animés assez intelligents, quoi. Je pense qu'il a conscience, mais après pour réduire, limiter le temps, c'est très difficile. Ma grande de 13 ans donc a accès donc n'a pas son smartphone à 13 ans, donc voilà, mais elle a accès par le biais de mon téléphone donc à certains réseaux sociaux. Je sais qu'il y a l'addiction et je sais que moi je peux être addict à ça. Je suis pas sûre d'être encore une addict parce que je me couche pas avec le soir, je me lève pas avec le matin et je suis pas toute la journée dessus. Le festival We Love Green se tenait le week-end dernier. L'occasion d'y rencontrer des membres actifs de la préservation des forêts. Et en cette journée mondiale de l'environnement, nous avons demandé à l'un d'entre eux de rappeler les missions principales de leur combat quotidien. En fait, nous avons 3 missions principales. Lutter contre la criminalité environnementale dans le bassin du Congo, protéger et préserver les droits des peuples autochtones et mettre en œuvre des activités génératrices de revenus. Brièvement, nous renforçons la résilience de ces communautés face aux crimes environnementaux. En fait, pour moi, We Love Green, c'est une plateforme de communication, de sensibilisation comme LinkedIn, les plateformes digitales. C'est une occasion pour moi, une grosse opportunité de faire entendre au sein de la communauté internationale cette problématique qui nous intéresse trop. La première, celle qui m'a valu un prix en 2023 justement, c'est de renforcer la résilience communautaire des populations en leur donnant des formations sur la législation forestière camerounaise, parce que justement ces leaders communautaires qui vivent dans les forêts, ils ne maîtrisent pas la loi. Alors pour nous, c'était une forme de relais de l'action publique, ce qui est très important parce qu'il faut noter que justement la gestion de forêt, c'est une fonction régalienne de l'État dont nous venons en support. En formant justement ces communautés, nous aidons à préserver les forêts et nous aidons à contrer le crime organisé.